l'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode 16, Jean-François Robin, chargé de l'animation du réseau national pour l'accompagnement scientifique de la performance. J'ai le plaisir de recevoir Jean-François Robin, qui est responsable du réseau national pour l'accompagnement scientifique de la performance et de l'innovation, ici à l'INSEP. Il va vous narrer un peu son parcours et puis nous expliquer en quoi la science est aujourd'hui indispensable à la performance et à l'amélioration de celle-ci. Jean-François, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comme de coutume dans ce podcast, je vais t'interroger un peu sur tes vertes années, tes jeunes années. Est-ce que tu peux parler un petit peu notamment de ta rencontre avec le sport ? Et puis ensuite, comment tu es rentré comme professionnel dans le milieu du sport de haut niveau ? Alors ma rencontre avec le sport s'est faite à l'école primaire où j'avais la chance d'avoir un prof d'éducation physique à l'école primaire, ce qui n'était pas très fréquent, qui était en fait employé par la ville et en même temps il était responsable du club de gym local. Et donc le lien a été assez vite fait. À l'âge de 9 ans, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à faire de la gymnastique et en particulier de m'inscrire dans un club pour développer des compétences dans ce domaine. Donc la gym, ça a été un très bon moyen pour moi pour m'éloigner d'une famille un peu pesante qui avait traversé des périodes un peu difficiles et donc de me construire à la fois à l'adolescence mais après comme jeune adulte et en fait toute ma vie puisque j'ai jamais quitté la gym à proprement parler, j'ai toujours eu un lien avec cette activité. Tu pratiques encore aujourd'hui ? Heureusement non. J'ai arrêté une fois que j'ai eu l'agrégation, donc j'avais 30 ans je crois à peu près. Et donc là j'ai décrété que ça suffisait quand même de se faire mal tous les jours et qu'il fallait passer à autre chose. Oui, c'est pas une discipline facile. Non, c'est une activité qui est effectivement fatigante, mais c'était aussi une de mes limites. Moi j'étais un athlète fatigable et donc c'est ce qui m'a limité par exemple pour une carrière de haut niveau. Donc j'étais gymnaste de bon niveau mais pas de haut niveau. Et donc moi j'ai eu la chance d'avoir un métier passion, c'est-à-dire où j'ai toujours pu être en lien avec cette activité, la gymnastique, et où j'ai toujours pu organiser en fait une grande partie de mon activité professionnelle autour de ça. Donc en fait dans ma carrière j'ai fait 7 métiers différents, et à commencer par celui de professeur d'éducation physique, qui était un peu la voie classique et royale quand on était sportif de bon niveau, ce qui me permettait d'être à la fois entraîneur, puisque j'ai entraîné longtemps, jusqu'à presque 40 ans, dans des clubs de gym, donc à la fois d'être entraîneur et à la fois faire un métier qui m'a bien intéressé, qui était celui de professeur d'éducation physique et sportive. Dans ce métier de prof d'éducation physique, j'ai notamment développé un certain nombre de structures pour promouvoir la gymnastique sportive. Et on avait cette chance, encore à cette époque, de pouvoir monter des projets avec les élèves qui pouvaient faire et l'éducation physique et des classes spéciales et les cours le mercredi donc de l'UNSS et le lien avec le club. Donc on avait des gamins qu'on arrivait à voir tous les jours, absolument tous les jours, et donc qui nous permettaient de les amener à un très bon niveau. Donc ça c'est pour mon ancrage au début de ma carrière, donc prof d'éducation physique et entraîneur. J'ai fait ça 7 ans dans un grand lycée parisien qui s'appelait le lycée Claude Monet. Et assez rapidement, j'avais tendance à réfléchir plutôt aux problématiques du sport et avoir une approche assez
théorique et intellectuelle de ces métiers, en tout cas de ces activités. Ça m'a amené donc assez rapidement à être formateur de formateurs, donc prof de STAPS, au STAPS Lacretelle à Paris, rue Lacretelle à Paris. Dans ce contexte, j'étais à la fois spécialiste de gym, mais aussi des activités gymniques et acrobatiques, donc un champ un peu plus large, plus ouvert sur l'acrobatie. Et puis, bien sûr, je préparais au concours du professorat de PS, etc. etc. Donc des années aussi tout à fait passionnantes qui permettaient de rentrer beaucoup plus dans une spécialité sportive et de vivre pleinement là, ces formations des jeunes cadres qui allaient devenir donc les cadres d'éducation physique et pour certains du sport par la suite. Dans le même temps, j'ai passé l'agrégation, j'ai passé un DEA, j'ai passé une thèse. Et en fait, au bout d'une petite dizaine d'années, je crois, j'ai basculé en fait sur un nouveau métier qui était celui de maître de conférence. Et donc, à partir des années 2000, j'étais maître de conférence au STAPS de Créteil, donc de l'université Paris-Val-de-Marne. Et où là, j'ai été enseignant-chercheur pendant aussi une dizaine d'années. Donc un autre métier, une autre façon d'envisager le sport avec une approche plus intellectuelle, plus rationnelle aussi, plus en prise avec les problématiques de la recherche. Et donc ça m'a amené à la fois à bien connaître le milieu de la recherche française, mais aussi à pousser des conceptions, voire des théories qui n'étaient pas encore en vogue à l'époque. Et j'ai eu aussi la chance de faire tout un travail scientifique donc, sur l'analyse des pratiques professionnelles en particulier, et ce avec des entraîneurs de haut niveau, et en particulier de gym, mais pas que. Donc en fait... ça fait déjà longtemps que je travaille sur ces questions du sport de haut niveau, mais avec une approche plus métier, on va dire. C'est-à-dire, je me suis toujours intéressé à la façon dont les entraîneurs faisaient leur métier, quels étaient leurs freins, leurs obstacles, leurs difficultés. En 2011, un poste s'est ouvert à l'INSEP pour créer un master. Et il se trouve que dans ma carrière, j'avais déjà créé 6 masters en France et à l'étranger. Et donc, ça m'intéressait de le faire dans le cadre du sport de haut niveau. Je retrouvais à l'INSEP à la fois des gens avec lesquels j'avais travaillé les années précédentes, puisqu'on avait créé une codiplomation entre l'Université de Créteil et l'INSEP sur un diplôme qui s'appelait le diplôme de l'INSEP. Auquel on essayait de donner une structure un peu plus universitaire et surtout un diplôme pour les candidats qui passaient cet examen, cette formation. Et donc je suis rentré sur cette idée de construire un master, et effectivement, pourquoi moi ? Déjà parce que j'avais une bonne connaissance de la construction des masters, mais aussi que je connaissais bien le milieu universitaire et je connaissais assez bien l'INSEP et les structures du haut niveau. Donc a priori, j'étais la bonne personne à ce moment-là en tout cas pour un recrutement, et c'est Thierry Maudet qui m'a recruté. Et c'est la première personne, Thierry, qui m'a fait vraiment confiance en me disant non seulement tu vas construire ce master, mais en plus tu vas aller le défendre. Et très tôt, dès le démarrage de la réflexion, il m'a emmené dans toutes les structures de direction, dont la direction du ministère des Sports, ce qui n'arrive jamais quand on crée un master et quand on défend un diplôme universitaire. Et donc là, on est allé défendre jusqu'au plus haut niveau l'intérêt de ce diplôme ici à l'INSEP. Donc c'était un montage qui se faisait avec l'université Paris-Descartes, où j'avais enseigné 15 ans plus tôt, donc la boucle était bouclée. Mais c'était tout à fait intéressant de se retrouver là dans cette nouvelle configuration. Et donc j'ai créé ce master et je l'ai animé pendant quelques années, sachant que pour moi, animer un master, ça prend du temps, mais pas tout le temps. Et donc très rapidement, j'ai demandé à basculer sur
ce qui s'appelait à l'époque le département de la recherche de l'INSEP. Et là, Michel Godard, qui était mon supérieur hiérarchique direct, lui aussi m'a fait confiance pour partir sur une nouvelle aventure. Et donc j'ai été l'adjoint de Christophe Oswirtz les 2 premières années. Et puis, suite à un conflit interne fort, j'ai basculé comme directeur du département de la recherche de l'INSEP pendant 3 ans. Donc tout ça m'a amené à 2018, date à laquelle, au 1er janvier, Audrey Péruzin et Thierry Solaire, eux aussi m'ont fait confiance pour créer donc ce réseau national d'accompagnement scientifique de la performance et de l'innovation, donc que je pilote maintenant depuis un peu plus de 6 ans. Alors justement, on va parler de ça un petit peu plus en détail. Alors dans ce titre, il y a plusieurs mots-clés. Il y a l'aspect réseau. Donc tu pourras peut-être expliquer en quoi consiste ce réseau, mais avant ça, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, l'accompagnement scientifique de la performance et de l'innovation, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors, là je reviens à ce que je disais tout à l'heure et à mon intérêt pour les entraîneurs et leur façon de faire leur métier. Et ça faisait déjà très longtemps que je constatais que les entraîneurs étaient démunis sur un certain nombre de questions et que les solutions scientifiques ou technologiques ne leur apparaissaient pas comme étant utiles, en tout cas n'étaient pas à leur disposition. Alors que pour moi, avec ma formation universitaire, je pensais que tous les outils étaient à leur disposition, mais c'était un leurre et je voyais bien qu'il y avait une distance entre l'activité des entraîneurs et celle des chercheurs, alors que les uns et les autres avaient besoin des uns et des autres. Donc, fort de cette réflexion, notre idée, je dis notre parce que donc, c'est un projet de la direction de l'INSEP avec Audrey Péruzin et du pôle performance de l'époque avec Thierry Solaire. Notre projet, c'était vraiment de rassembler ces deux mondes et de donner des solutions scientifiques et technologiques aux entraîneurs et aux athlètes dans la perspective des Jeux Paris 2024. Donc très clairement, ce qu'on appelle l'accompagnement scientifique, c'est d'apporter ces solutions scientifiques et technologiques, mais de mettre en place vraiment un accompagnement, c'est-à-dire une acculturation, une formation, en tout cas une proximité avec les entraîneurs pour construire pied à pied, petit à petit, les éléments dont ont besoin les entraîneurs pour prendre des décisions dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, transformer leurs pratiques avec des démarches qui sont un peu plus rationnelles. Alors, pourquoi construire un réseau ? Parce que, tout simplement, on pensait que tout ne pouvait pas venir de l'INSEP et qu'on devait sortir de ce parisianisme et qu'il était absolument impératif d'être au plus près des entraîneurs. Et pour ça, celles et ceux qui sont le plus près des entraîneurs sont celles et ceux qui sont dans les fédérations. Donc ça, c'était dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'était celles et ceux qui étaient dans les établissements du ministère des Sports, à savoir les CREPS, les écoles nationales et les pôles ressources. Donc, comment on a procédé ? Alors, je dis on parce que assez rapidement, j'ai embauché un jeune thésard qui s'appelle Adrien Marc, et qui a été mon complice pendant 6 ans dans toute cette aventure. Et donc avec Adrien, on a pris notre petit bâton là, et on a été faire le tour des fédérations. Et dans toutes les fédérations, on a essayé de rencontrer les directions techniques nationales, parfois les présidences, mais de façon à essayer qu'à chaque fois on nous désigne un collègue qui pourrait jouer ce rôle de référent scientifique. C'est comme ça qu'on les a appelés, mais en fait ce sont des gens qui sont à l'interface entre les entraîneurs et les chercheurs. Et donc c'est en fait un espèce de métier d'ingénieur du sport où ils sont au plus proche des entraîneurs pour faire remonter leurs difficultés et proche des chercheurs pour voir s'ils ont des solutions à proposer. Donc ça a été notre fonds de commerce. Et c'est comme ça qu'on a commencé, dans un premier temps auprès de toutes les fédérations et dans un second temps auprès des établissements du ministère des Sports. Donc pourquoi un réseau ? Parce que ça permettait d'avoir un maillage national
et que ce maillage, on pouvait le faire en profondeur. Et puis là aussi, a priori, j'étais la bonne personne pour faire ce travail, à la fois parce que je l'avais imaginé au départ, il n'y avait pas de feuille de route, ni de lettre de mission. Mais par contre, j'étais aussi la bonne personne parce que rapidement, il a fallu qu'on aille chercher des chercheurs, justement, des scientifiques, qui pouvaient répondre aux questions des entraîneurs. Et là, c'était pas seulement à l'INSEP qu'on pouvait avoir des chercheurs compétents, il fallait aller en trouver ailleurs, et donc on a ouvert tout un autre réseau qui est celui de nos partenaires académiques, fait d'universitaires, de professeurs des grandes écoles, de professeurs des écoles d'ingénieurs, etc., etc. Alors justement, est-ce que tu peux donner des exemples en fait, d'accompagnement scientifique qui sont aboutis? Oui, des demandes. Alors, on peut en prendre par exemple sur les questions du sommeil, qui sont souvent des questions classiques pour les entraîneurs, à la fois pour eux, mais pour leurs athlètes. Souvent, ils viennent nous voir pour les athlètes, mais très souvent, les questions du jet lag, par exemple, sont plus dures à résoudre quand on est entraîneur que quand on a 20 ans. Et donc, voilà, à partir de ces questions d'entraîneur, des difficultés rencontrées pour récupérer après un déplacement ou pendant un déplacement ou quand on est à l'étranger, eh bien, il a fallu créer des procédures ou voir quelles procédures on pouvait mettre en place pour effectivement absorber ces jet lag, pour ne prendre que cet exemple. Et là, on a fait appel notamment à un jeune chercheur de l'INSEP qui s'appelle Mathieu Nedelec, qui est vraiment très fin sur ces questions et qui progresse dans sa connaissance et ses études pour voir comment le sommeil peut être réadapté à chaque cas de figure, et donc en particulier pour les athlètes quand ils sont en déplacement. Ça a donné aujourd'hui des choses vraiment intéressantes, notamment des lits qui viennent d'être distribués, donc qui équipent complètement maintenant les chambres des athlètes de haut niveau de l'INSEP. Et sont des matelas qui sont assez particuliers, d'abord parce qu'ils sont confortables, mais notamment parce qu'ils comprennent une natte de gel, d'un gel particulier qui permet d'absorber les températures et qui permet de réguler les températures, sachant que dans la nuit, on a des variations de température conséquentes, et donc d'offrir un meilleur sommeil. Les premières études qu'on a faites ici, là, juste après avoir équipé les lits des athlètes de l'INSEP, montrent que déjà ils ont gagné en moyenne plus de 35 minutes de sommeil, ce qui est déjà considérable, alors que ça fait 2 mois qu'on a installé ces lits. Donc voilà un exemple très concret, comment on s'y prend. On part des questions des entraîneurs, on voit si on a des solutions. Si on a des solutions, on les met tout de suite en place. Et pour ça, par exemple, à l'INSEP, on distribue énormément de fiches spécifiques qui permettent déjà d'accéder à des solutions. Et puis si on n'a pas de solution, on met en place des recherches. Alors après, effectivement, on s'intéresse aussi à l'innovation. On s'intéresse à l'innovation parce qu'on pense que si on peut être en avance sur les autres, on a plus de chances de faire des médailles. Et donc, si on trouve des solutions que les autres n'ont pas, alors on a plus de chances de gagner. Donc ça, c'est un peu le principe de base. Donc pour réaliser cette performance d'innovation, on va voir ailleurs. C'est-à-dire qu'on va chercher partout où on n'est pas s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour le sport de haut niveau et qu'on pourrait exploiter. Pourquoi on va voir ailleurs? Parce que si on regarde chez nous, ça veut dire qu'on aurait déjà les solutions et qu'on les mettrait déjà en place. Donc on va plutôt aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors pour donner un exemple concret, en France, on est très très bon pour produire des lunettes qui intègrent des téléviseurs. Donc, ce qui veut dire que quand on a des lunettes sur le nez, on peut lire un certain nombre de messages.
Ces lunettes sont légères et vraiment très efficaces aujourd'hui, et on peut s'entraîner avec ce matériel. Donc on a trouvé que ça, c'était une très bonne solution. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas communiquer avec les lunettes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas envoyer des messages. La société qui produit ce genre de lunettes envoie des messages qui sont toujours les mêmes en tapotant sur le bord des lunettes, et ça donne de la fréquence cardiaque, du volume respiratoire, des choses comme ça, mais qui ne sont pas forcément très intéressantes au quotidien. Ce qui serait pour nous beaucoup plus intéressant, c'est que l'entraîneur puisse envoyer un message et que l'athlète puisse en profiter. Ce serait notamment une très bonne solution pour toutes les activités où l'entraîneur est loin de l'athlète, comme le triathlon, le pentathlon, les courses longues, etc., etc. Mais c'est vrai aussi en natation où ça existe aussi. L'innovation donc vient d'ailleurs. Elle n'est pas encore complètement finalisée, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore complètement satisfait du résultat, mais on peut parier que dans les années qui viennent, on aura de nouveaux outils que les autres n'auront pas forcément pour mieux entraîner les athlètes. Alors, Jean-François, j'ai cru comprendre que vous aviez organisé en catégorie les différents axes de recherche établis en fonction des demandes qui vous parviennent. Alors, il y en a un certain nombre, je ne vais pas te demander de les réciter, mais est-ce que tu peux en parler un peu? Alors, pour t'aider, il y a par exemple l'équilibre de vie et l'environnement de l'athlète, il y a la cognition et la préparation mentale, l'optimisation du geste, la quantification de la charge d'entraînement, etc., etc. Alors, comment ça s'établit tout ça? Comment vous vous répartissez les tâches? Parce que j'imagine qu'il faut mettre des scientifiques au travail. Comment ça marche? Absolument. Alors, je vais remonter un peu en arrière pour donner une explication et permettre de mieux comprendre comment on en arrive à des catégories. En fait, l'INSEP a toujours eu un laboratoire de recherche. Ça ne portait pas ce nom-là, mais l'objectif était toujours d'approfondir les connaissances sur le sport de haut niveau. Et donc, pour ce faire, l'INSEP a toujours embauché des chercheurs ou des apprentis chercheurs qui étaient issus de champs scientifiques très différents. On avait des psychologues, on avait des biomécaniciens, on avait des biologistes, on avait des sociologues, etc., etc. Et pendant longtemps, on a expliqué ce qu'était la science, en particulier dans le domaine du sport de haut niveau, par rapport à ces champs scientifiques. Mais on s'éloignait du même coup des questions que pouvaient se poser les entraîneurs et en tout cas des problématiques de l'entraînement. Donc à un moment donné, quand on a recentré notre activité en fait sur l'activité de l'entraîneur et de l'athlète, eh bien on a essayé de penser les choses un peu différemment et on est parti plutôt des problématiques d'entraînement auxquelles ils sont confrontés. En fait, on s'est plus intéressé au modèle de performance plutôt qu'au modèle scientifique. Et donc on a essayé d'identifier justement ces grandes catégories de questions qui constituent un modèle de performance. Et on a donc, à partir de ce moment-là, identifié donc 11 catégories à l'époque, qui ont été réduites à 9 défis dans le cadre du programme prioritaire de recherche qu'on évoquera peut-être un peu après. Et donc ces catégories nous permettent de regrouper des chercheurs qui sont d'obédiences différentes, qui viennent de champs scientifiques différents, mais qui vont chacun à leur façon essayer d'éclairer un même objet, ou en tout cas une même question. Donc, puisque tu citais la charge d'entraînement, eh bien la charge d'entraînement, on peut la voir soit d'un point de vue biomécanique, soit d'un point de vue biologique, soit d'un point de vue de la charge mentale, etc., etc. Donc on peut faire appel à différentes spécialités scientifiques pour regarder donc chacune de ces catégories. Alors, tu as parlé du PPR, le programme prioritaire de recherche. Alors, en quoi ça consiste et qui l'établit et pourquoi? Alors, en fait, nous, notre problématique, là, au Réseau national d'accompagnement scientifique de la performance et de l'innovation, c'était d'apporter des solutions scientifiques et technologiques aux entraîneurs. Mais quand on ne les avait pas, il s'agissait de mettre en place des programmes de recherche.
Mettre en place des programmes de recherche, ça veut dire aller chercher de l'argent. Et aller chercher de l'argent jusqu'en 2019, il n'y en avait pas beaucoup. C'est-à-dire que le ministère des Sports, généreusement, donnait globalement 1,5 million d'euros par an, ce qui nous permettait de mettre en place des recherches entre 10 000 et 80 000 euros. C'est-à-dire en fait ce qu'on appelle des petites recherches. Et puis, à force de pousser les portes, de frapper aux portes, de rencontrer en particulier la direction de l'Agence nationale de la recherche, mais aussi le secrétariat général pour l'innovation qui est rattaché, pour l'investissement qui est rattaché auprès du Premier ministre, mais aussi tous les grands organismes de recherche, etc., etc. Donc le monde de la recherche et du sport, à force de pousser les portes, une sensibilité s'est constituée qui, à la veille des Jeux Olympiques, a pris tournure et donc a permis que l'on décroche un programme prioritaire de recherche qui est en fait un système mis en place par l'État pour dynamiser un secteur de recherche dans le pays. Donc la question était de savoir si effectivement on pouvait dynamiser le secteur du sport de haut niveau dans la perspective des Jeux, avec ce pari insensé que la recherche pourrait transformer les médailles françaises, le nombre de médailles françaises et donc les résultats aux Jeux. Et alors là, il y a une anecdote importante à citer, parce que celle-là, il est bon qu'on puisse la mémoriser. En fait, un jour, je reçois un coup de fil de Dominique Carlac, qui est la vice-présidente du MEDEF, mais qui était surtout une athlète de haut niveau ici à l'INSEP, qui notamment a été mariée à des entraîneurs d'athlètes de l'INSEP, et qui a une fibre sensible pour toujours le sport de haut niveau, et que je connaissais déjà par ailleurs. Et un jour, Dominique me téléphone en me disant « Écoute, j'ai 2 copains là, qui aimeraient te rencontrer, mais il faut qu'on fasse vite, là, s'ils pouvaient venir ce soir, est-ce que tu peux les recevoir ?» Et quand une demande vient de Dominique Carlac, j'accepte d'entrer. Et donc je mets tout de suite en place un système pour recevoir ces 2 personnes, lesquelles, je le comprends assez vite, n'étaient pas là pour visiter l'INSEP, contrairement à ce que j'avais compris. Mais ils étaient là plutôt pour comprendre ce qu'on faisait à l'INSEP, en particulier du point de vue de la recherche. Et j'avais du mal à identifier ces gens-là. Je ne comprenais pas très bien ce qu'était à l'époque encore le secrétariat général pour l'investissement, mais c'est le plus gros service de l'État qui distribue l'argent sur les grands projets d'avenir, que ce soit la lutte contre le cancer, l'écologie ou la course à la Lune. Donc c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup d'argent, puisque je crois qu'aujourd'hui il y a 57 milliards d'euros qui sont en jeu. Et donc ces messieurs étaient là pour voir si ça valait le coup d'investir pour le sport de haut niveau et si ils pouvaient nous faire confiance. Et ça, c'est la 4e personne que je cite qui m'a fait confiance, en l'occurrence, c'est Jean-Christophe Dantonel, qui était à l'époque un poste clé du secrétariat général pour l'investissement, qui à la fois m'a écouté, m'a posé un certain nombre de questions, et puis ensuite qui a pris la décision de racler un peu les tiroirs, parce que sur plusieurs milliards d'euros, 20 millions d'euros, ça ne représente pas grand-chose, mais 20 millions d'euros, c'était déjà 40 fois ce que l'on avait avant, et donc d'un seul coup, ça nous permettait de faire des recherches bien plus développées, bien plus intéressantes, ça nous permettait de construire des consortiums, ça nous permettait de recruter, et ça a été plus de 100 créations d'emplois, ça nous a permis en fait de dynamiser tout un secteur sur les 9 défis du programme qui était cité tout à l'heure. Alors justement, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la France, en termes d'accompagnement scientifique de la performance et d'innovation dans le sport de haut niveau, est vraiment à la pointe ? Ouais, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Alors, il y a plusieurs choses qui fonctionnent bien. D'une part, donc on a mis un certain nombre de recherches en place
dont les 12 projets qui concernent donc ce programme prioritaire de recherche, mais on a mis bien d'autres recherches en route, et heureusement, notamment avec la Fondation EDF, mais aussi avec plein d'autres organismes. Et heureusement, effectivement, c'est nourri d'effets. Et ça va avoir des conséquences pour la préparation des Jeux. Pour donner un exemple concret, le nageur Maxime Grousset, aujourd'hui, sait parfaitement à quelle profondeur il doit descendre lors du départ plongé, à quelle profondeur être après son virage, à quel moment remonter et sortir de l'eau pour perdre le moins de vitesse possible et en gagner le plus possible. Les résultats de Maxime sont déjà à l'heure actuelle très encourageants. Et si tout se passe bien, on devrait aller vers des médailles françaises. Donc effectivement, on a des exemples aujourd'hui de recherches qui ont bien marché et qui ont donné des résultats vraiment conséquents. C'est vrai pour la natation, comme je l'ai cité, mais c'est vrai pour le cyclisme, c'est vrai pour l'escalade, c'est vrai pour l'escrime, c'est vrai dans plein d'activités. Je ne veux pas dire toutes les activités olympiques et paralympiques, mais un grand nombre. On sait que certaines vont donner beaucoup de résultats, par exemple en cyclisme, on sait qu'on a pu transformer pas mal d'éléments dans les pratiques. D'autres activités ont été moins bénéficiaires, on va dire, des produits de la recherche. La gym, par exemple, a eu plus de mal à modéliser en fait, des solutions intéressantes. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas réussi pour ces jeux-là que ça n'aura pas d'effet après. Donc on sait que c'est un mouvement un peu qui est lancé. Donc du point de vue des recherches, on a vraiment avancé et surtout fait la preuve que ça peut avoir un impact rapide dans la transformation des pratiques des entraîneurs et des athlètes. Donc on fait ce lien. D'ailleurs, un chercheur de Polytechnique qui s'appelle Christophe Clanet a mis en évidence cette corrélation entre le nombre de médailles et le nombre de publications scientifiques, et les pays qui publient le plus sont ceux qui réussissent le mieux. Donc il est bien évident que nous qui allons publier davantage du fait de ces financements nouveaux, on devrait, c'est ce qui est normalement prévu, nous permettre de faire beaucoup plus de médailles aux Jeux et d'avoir d'excellents résultats cette année. Ceci dit, c'est pas parce qu'on a des produits de la recherche que pour autant ça transforme les pratiques. Donc il faut être humble quand même et bien voir que nous ne sommes que des accompagnateurs comme d'autres accompagnateurs, comme le préparateur physique, comme le préparateur mental, comme le vidéaste, comme le data scientist. Et donc on est ni plus ni moins qu'un travailleur de l'ombre parmi d'autres, qui contribue à la construction de la performance. Alors qu'est-ce qui est le plus important, le résultat scientifique ou la préparation mentale ? Franchement, personne n'est capable de le dire aujourd'hui, et on n'a surtout pas cette prétention. Par contre, on peut penser que ce sont des gains marginaux, mais qui ont toute leur importance. C'est-à-dire qui permettent probablement de passer de la 4e à la 3e place, ou de la 2e à la 1re. Mais bien évidemment, on est incapable de dire si c'est grâce à la recherche. Bien évidemment. Pour le peu, ce que nous, on peut voir sur l'ensemble des pratiques, c'est qu'il y a de véritables transformations et qu'on ne s'y prenait pas de la même façon il y a 4 ans. On te compare avec ce qu'on fait aujourd'hui. Alors ça, c'est pour la partie recherche, mais on voit bien que autant les chercheurs ont bien travaillé, ils ont avancé, ils ont produit, autant il y a des choses nouvelles qui sont apparues dans justement ce qu'on appelle l'accompagnement scientifique de la performance, c'est-à-dire dans cette proximité entre les entraîneurs et les chercheurs. Ça veut dire que les chercheurs ont été beaucoup plus sur le terrain. Quand on dit beaucoup plus sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils ont accompagné les sportifs, ils ont accompagné les entraîneurs, ils ont participé à des entraînements, parfois ils ont même été sur des compétitions. Et donc ils ont pu au quotidien vivre la vie, on va dire, des équipes de France,
et être membre à part entière d'équipe de France, à savoir des maillons que l'INSEP essaye de mettre en place d'une façon générale, qui permettent donc à plusieurs de contribuer à l'amélioration de la performance. Donc ça, on l'a fait en émettant l'hypothèse que la recherche, ou plus exactement les produits de la recherche, pouvaient permettre des transformations. Donc c'est le pari qu'on a relevé et a priori qu'on a plutôt tenu. Alors, tu disais que tu es un acteur de l'ombre, qui est aussi le nom de cette émission. Mais est-ce que tu penses que la recherche scientifique et la science en général, c'est un peu quand même l'avenir de la performance dans le sport? Est-ce que tu penses que les progrès techniques, les futures découvertes potentielles feront la différence entre les athlètes et entre les nations qui pourront ou pas se permettre de mettre de l'argent dans la recherche? Alors, vu mon profil d'entraîneur, de chercheur, d'enseignant, formateur, etc., bah oui, bien évidemment, j'ai plutôt tendance à penser que la science est une bonne solution pour transformer les pratiques humaines. Effectivement, si on regarde plus largement l'activité humaine, on peut voir qu'elle est enrichie de solutions qui permettent de vivre plus longtemps, de vivre en meilleure santé, de vivre dans un meilleur environnement, etc., etc. Donc oui, j'ai plutôt tendance à penser que la science est un véritable facteur de progrès humain. Maintenant, effectivement, c'est l'humain qui est au centre des problématiques, et c'est les capacités humaines qui priment et qui vont se développer. Et là, je pense qu'effectivement, on peut trouver des solutions scientifiques, mais il n'y a pas que des solutions scientifiques. Et c'est plutôt dans l'interaction entre cette activité humaine et les solutions scientifiques que les choses peuvent se transformer. Je veux dire par là que quand on met un chercheur et un entraîneur ensemble, on voit très rapidement que à la fois les entraîneurs rappellent, ou plutôt expliquent aux chercheurs de quoi est fait ce métier et comment est leur vie, à savoir à quelle heure ils se lèvent, à quelle heure, combien de fois ils entraînent par jour, qu'ils sont 170 jours par an à l'extérieur de chez eux, etc. etc. Donc, en gros, un peu dans une caricature de vie ma vie, mais surtout qui permet qui permet aux chercheurs de prendre conscience des difficultés de ce métier et des difficultés de mise en œuvre des produits de la recherche. C'est comme, pour faire une métaphore, c'est comme un savon, un savon pour se laver les mains. Le savon, plein de gens l'utilisent, mais on préfère tous notre propre savon. Mais avant ça, il y a un chercheur quand même qui a produit le savon, en tout cas qui en a défini les principes et qui les a stabilisés. Donc aujourd'hui, tout le monde se sert d'un savon, mais certains vont préférer un parfum, d'autres vont préférer une couleur, d'autres vont préférer un toucher, d'autres vont préférer de la mousse, etc. Donc on voit bien qu'il y a un travail d'ingénierie qui a été mis en place pour transformer ce produit de la recherche, qui est somme toute assez basique, en un produit qui correspond à l'activité humaine et aux besoins des femmes et des hommes. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, c'est plutôt un mixte. Et moi, je pense que l'avenir est dans cette organisation sociale. C'est-à-dire, la science prend tout son sens quand elle est négociée, on va dire, co-construite, avec les utilisateurs. Très longtemps, on a fait des projets de recherche dans le sport de haut niveau qui sont restés dans les tiroirs, où on donnait les résultats des recherches 3 à 4 ans après avoir fait les expérimentations. Même à l'INSEP, où on est pourtant territorialement parlant très proches les uns des autres,
Mais la durée de vie d'un entraîneur de haut niveau à l'INSEP, c'est 4 ans et demi en moyenne. Ce qui veut dire qu'entre le temps où l'entraîneur rencontre un chercheur et le temps où il y a des résultats qui sont produits, l'entraîneur est déjà parti. Donc il était impératif de trouver des systèmes qui nous permettent d'avoir des résultats beaucoup plus rapides et donc d'avoir cette interaction, cette imbrication entre chercheur et entraîneur. Pour continuer dans cette idée, en fait, les solutions qu'on a trouvées, qui sont des solutions franco-françaises, elles sont mises en concurrence avec d'autres solutions qui sont trouvées dans d'autres pays. Donc en fait, on est une douzaine de pays au monde à investir sur de la recherche scientifique au profit du sport de haut niveau. Il y a l'Australie, la Norvège, l'Allemagne, un certain nombre de pays. Et il y a bien évidemment surtout le Royaume-Uni qui a produit un système qui s'appelle UK Sport et qui est vraiment un modèle du genre. Avant qu'on commence à travailler sur cet accompagnement scientifique, il y a eu un débat assez fratricide à l'INSEP où on pensait que faire un copier-coller du modèle anglais était tout à fait prometteur. J'étais un des seuls à m'opposer à ce projet avec l'équipe dirigeante précédente, notamment parce que je pensais que, les financements n'étaient pas du tout les mêmes qu'au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni fonctionne sur des donations et nous pas du tout sur ce même modèle économique, puisque nos financements viennent essentiellement de l'État. 2, qu'on ne pouvait pas dégager des compétences spécifiques comme celles des chercheurs pour les mettre à disposition des équipes de France, ce qui est le cas en Angleterre qui a cette facilité de fonctionnement administrative, mais pas nous. Donc nous, il fallait impérativement qu'on invente autre chose et qu'on s'organise autrement. Et donc c'est la raison pour laquelle on a créé ce réseau, c'est-à-dire pour essayer de convaincre plutôt d'un coportage des projets et des projets olympiques. Donc sont vraiment des solutions qu'on a trouvées qui correspondent à notre modèle français, à notre façon de faire en France, à notre façon de développer la recherche, mais aussi de travailler avec des universitaires quand on est entraîneur. Donc tout ça nous a amené en fait à trouver des solutions qui étaient vraiment très spécifiques aux Français. Et en ça, aujourd'hui, qu'on a un peu plus de recul, on voit bien que les autres pays sont attentifs à ce qu'on a mis en place, de la même façon que nous sommes attentifs à ce qu'ils mettent en place. D'ailleurs, pour préparer Brisbane, les Australiens viennent de débloquer 250 millions d'euros, ce qui est quand même beaucoup plus que ce qu'on a su débloquer en France. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique internationale de ce côté-là et qu'il s'agit de trouver des solutions au niveau d'un État pour continuer de se développer et de produire des résultats corrects pour les sportifs de haut niveau. Alors justement, tu parlais de cette observation mutuelle des nations en fait par rapport à la recherche scientifique. Est-ce que, alors sans aller jusque-là, je mets entre guillemets, est-ce qu'on pourrait parler aussi parfois d'espionnage industriel quasiment? Est-ce que les étrangers peuvent venir un peu regarder, alors qu'ils n'y sont pas vraiment conviés, des innovations ou des méthodes d'entraînement nouvelles? Bien sûr, oui. On n'est pas à l'abri de cet espionnage industriel, de la même façon que nous, on est assez attentifs à ce que font les autres. Alors, maintenant, on ne va pas se raconter d'histoire. Les chercheurs dans le domaine du sport de haut niveau ne sont quand même pas si nombreux que ça. Et que si on veut savoir concrètement quelles sont les orientations que développe un pays, il suffit de regarder les publications des chercheurs sur les dernières années. Donc on a une idée un peu des développements. Pour autant, dans le cadre notamment du programme prioritaire de recherche, on a souhaité que les recherches soient en français et non pas en anglais comme c'est le cas en général dans le domaine scientifique, et qu'il y ait des accords de confidentialité qui soient signés
et qui soit valable jusqu'au jeu. Donc dit autrement, on a souhaité que toutes celles et ceux qui étaient engagés sur un projet de recherche ne le communiquent pas et ne communiquent pas les résultats. Donc ce qui s'est fait à peu près sans faute, à peu près dans tous les projets qu'on a pu porter. Et donc ce sera après les jeux que bien sûr on rendra public un certain nombre de choses, mais oui, de la même façon que nous, on a gardé secret un certain nombre de solutions. Bien évidemment, comme on regarde ce qui se passe chez les autres regardent ce qui se passe chez nous. Et donc les congrès scientifiques sont certainement des lieux où les échanges entre chercheurs peuvent se faire et où il s'agissait d'être vigilant. Mais bien évidemment, si vraiment on veut rentrer dans le détail de ce que fait un chercheur, on peut regarder donc ce qu'il publie, ou là où il se situe, les gens qu'il a autour de lui, etc. Et on a des grandes orientations. Est-ce que vous avez, au fil des recherches que vous avez menées, constaté des évolutions ou des développements inattendus entre l'objet initial de la recherche et les résultats obtenus ? Alors oui, effectivement, et c'est ça tout l'intérêt d'avoir pu construire des consortiums et d'avoir des gros projets de recherche qui soient ambitieux. C'est justement de se laisser cette possibilité d'ouvrir des champs là où le programme lui-même nous avait amené à être plus restrictif. Par exemple, on a développé parallèlement aux recherches qui étaient menées dans le cadre de Paraperf, qui est un projet porté par l'IRMES. Ça nous a amené aussi à poser plus de questions sur les femmes valides et en situation de handicap, et donc de voir quelles solutions plus spécifiques on pouvait apporter. Donc ça s'est retrouvé dans un autre projet qui s'appelle Empower, mais on l'a développé ailleurs. Et en fait, si on regarde de près tout ce qui a été initié comme gros projet de recherche, comme Neptune, Fulgur, etc., on s'aperçoit qu'avec le temps, autour, on a développé d'autres petits projets ou plus gros projets, mais qui ont permis d'aller investiguer dans des directions qu'on n'avait pas imaginées avant. Et donc ça a été un enrichissement important, et ça permet d'imaginer la suite et de voir que ce développement, a priori, ne devrait pas s'arrêter et qu'on devrait continuer à aller fouiller certaines questions qui prennent sens aujourd'hui, en particulier dans le travail qu'on mène avec les entraîneurs. Alors ça, c'est un aspect des choses, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les structures même qu'on s'est données. Tout à l'heure, je disais que on a travaillé fondamentalement avec les fédérations et avec les établissements. Et quand on a commencé à travailler avec donc Adrien sur les fédérations, notre souci, c'était d'avoir un référent scientifique par fédération. Il y avait certaines fédérations qui fonctionnaient pas mal, comme le rugby, qui avait déjà une grosse histoire d'accompagnement scientifique, en tout cas de réflexion scientifique. Il devait y avoir 5-6 fédérations qui initiaient un peu quelque chose, le ski, etc. Et en fait, ce que l'on constate 6 ans après, c'est que non seulement on a des référents scientifiques sur 30 fédérations sur les 38 olympiques et paralympiques, mais ce sont 30 référents scientifiques actifs, mais presque une vingtaine d'entre eux ont aussi développé maintenant des cellules de recherche dans les fédérations, ce qui donne une autre ampleur. C'est-à-dire que nous, on voulait un interlocuteur, et aujourd'hui, dans certaines fédérations, on en a 10. Donc c'est en fait une dynamique qui s'est mise en place dans les fédérations. Et notre idée, c'est qu'on puisse, après les Jeux, en fait, ne plus être tributaire des présidents de fédération ou des nouveaux directeurs techniques nationaux, mais d'avoir des structures qui sont en place et qui ont besoin d'être financées par la fédération, et que ça devienne une habitude. Et donc ça devienne une des structures fédérales. Et donc là, ça s'est bien développé, et on n'avait pas imaginé au départ que ça se développerait avec autant d'intensité. Donc ça, on l'a fait dans les fédérations, donc ça marche pas mal, même s'il y a encore un certain nombre de grosses fédérations, comme le judo,
ou de petites fédérations comme le surf qui jouent pas le jeu, mais pour autant il y a beaucoup d'endroits où plus qu'un individu, c'est une dynamique scientifique qui se met en place. Ça, on retrouve ce même mouvement et cette même effervescence dans les établissements du ministère des Sports. Principalement dans les écoles nationales, Institut français du cheval et de l'équitation, où ça marche très très bien, École nationale de voile, là c'est aussi très dynamique, et le ski après Manon, pas à Chamonix, mais après Manon. Mais aussi dans beaucoup d'établissements, enfin de Krebs, etc., où maintenant, là aussi, on est parti d'un individu référent scientifique à maintenant des structures vraiment établies, voire des postes partagés avec l'université. Donc on a un certain nombre de collègues qui sont à cheval entre l'université et le Krebs, ce qui est une création d'emplois intéressante, et voire même qui embauche aujourd'hui un grand panel d'étudiants avec des ressources très différentes, aussi bien en école d'ingénieur, en école d'informatique ou en STAPS. Donc on voit que là, il y a toute une dynamique qui s'est bien créée. Mais de la même façon, quand on a commencé à travailler, il y avait 76 chercheurs qui étaient identifiés comme travaillant sur le sport de haut niveau. Aujourd'hui, à la veille des Jeux, on pense qu'il y a à peu près 2000 chercheurs qui travaillent. Alors dans tous les champs, aussi bien le textile que la biomécanique, que la mécanique des fluides ou que des sciences physiques. Donc on a vraiment un nouveau panel de chercheurs et un grand nombre. Donc ça, on ne l'avait pas imaginé au départ. On pensait rester plutôt dans nos structures historiques, on va dire. Et enfin, on a développé ce qu'on n'avait pas développé jusqu'à présent, qui est d'aller chercher de l'argent aussi chez les partenaires industriels. C'est-à-dire vers les entreprises qui créent du travail, donc créent de la richesse, et donc par le célèbre système de la plus-value, nous on essaye d'en récupérer une partie. Donc ça, on a beaucoup travaillé sur ces questions, pour autant on n'a pas eu un retour sur investissement très important, bien que il y a beaucoup d'entreprises avec lesquelles on a engagé des négociations pour qu'on puisse obtenir des aides, notamment médiées par l'État, qui permettent donc en fait d'avoir des chercheurs financés pendant un certain temps, qui en fait appartiennent à l'entreprise, sont employés par une entreprise, mais travaillent pour la recherche en sport de haut niveau. Donc en fait, on a développé des secteurs qu'on n'avait pas forcément imaginés avant, et qui aujourd'hui ont vraiment une dynamique et qu'on espère bien sûr voir se développer dans les années qui viennent. Eh bien, merci beaucoup Jean-François d'être venu dans ce podcast et puis nous raconter tout ça. C'était très intéressant. Et puis, on pensera un peu à toi et à vous, les chercheurs, lorsqu'on verra des Français gagner des médailles au JO de Paris. Merci. Et effectivement, c'était très intéressant de développer ces idées ici. Merci, à bientôt. Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de l'ombre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégaud.